Agir pour le bien commun avec courage et humilité, telle est sa devise. Lansing Gban Coulibaly est l'invité de ce numéro de Résilience. Né à Thiassalé, en Côte d'Ivoire en 1997, il grandit entre héritage sénoufo et confrontation brutale avec l'injustice. Enfant, il découvre que le pouvoir, lorsqu'il devient arbitraire, peut briser des vies. Ce choc fonde alors sa conviction, celle de ne jamais se taire, mais de toujours agir. Après des études en sciences politiques et un master en commerce international, il se forge une expérience sur le terrain avant de diriger Mastervale Afrique, une multinationale spécialisée dans l'innovation architecturale, et Gamma, un cabinet de communication, de conseil juridique et de recrutement. Leader social, acteur politique engagé, il est porteur d'une vision basée sur la justice sociale, la souveraineté nationale et la dignité pour la jeunesse ivoirienne. C'est d'ailleurs cette jeunesse qui est l'objet de son livre « C'est à toi que je confie », un roman social, politique et d'apprentissage dans lequel l'auteur lance un cri. Le cri d'une génération qui refuse de disparaître et l'espérance d'une renaissance possible pour l'Afrique. Lansing Gban Coulibaly, vous êtes connu comme entrepreneur, acteur politique engagé en Côte d'Ivoire, mais vous êtes aussi l'auteur de ce livre « C'est à toi que je confie ». Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à écrire ce livre ? C'est véritablement le désir de changement, le désir d'amélioration des conditions de vie, de la façon de réfléchir, de la façon d'agir. C'est véritablement ce que j'appelle la nouvelle évangile. Être ce repère-là pour une jeunesse qui malheureusement a été par un système kakistocratique endormi, dérouté. Et donc l'idée c'est que cette œuvre soit une boussole pour notre génération et les générations à venir. Et aussi une source d'éducation pour les parents. Parce que ce n'est pas que la jeunesse, il y a aussi l'implication des parents. Voilà, c'est un peu les raisons qui m'ont poussé donc, à rédiger cette œuvre. Alors la jeunesse est décidément au cœur de ce livre. Cette jeunesse ivoirienne, quel regard vous portez sur elle, concrètement ? Eh bien, c'est un regard plein d'espoir. Pas seulement au niveau de la jeunesse ivoirienne, mais on parle plus de la jeunesse même africaine. C'est une jeunesse qui, malheureusement, aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, est dans une phase de construction et avec plein d'embûches. Embûches positionnées par des systèmes. Par des systèmes, et Péléforo illustre bien le miroir de cette jeunesse-là. Une jeunesse qui, malheureusement, a sur son chemin des épreuves telles que la drogue, telles que, pour les femmes, des sujets de prostitution, si on peut le dire, sur le plateau, et donc qui a besoin de repères pour éviter donc, d'aller dans le gouffre, d'aller dans le mur, tout simplement. Et donc aujourd'hui, je me dis que il faut tout faire pour qu'il y ait toujours des solutions et qu'on ne soit pas dans la fatalité. Alors cette jeunesse africaine, elle est souvent décrite comme sacrifiée. Est-ce que vous partagez cet avis ? Alors, je ne dirais pas ça, parce que sacrifier, c'est un accomplissement. C'est un peu comme si c'était déjà fait. Elle est peut-être en voie de sacrifice, on peut dire ça, parce que c'est un dirigeant africain, en général, africain, parce que je viens d'Afrique, ont un système kakistocratique, donc un système qui est bâti sur la médiocrité et qui malheureusement crée une génération de plus en plus abrutie. Bon, on a le phénomène des réseaux sociaux qui vient en rajouter, etc. Et donc, il faut qu'on crée des repères donc, pour cette jeunesse-là, pour éviter que donc, ce sacrifice soit accompli. On espère que ça sera donc, au lieu de sacrifier son fils, Abraham sacrifie le bélier. Donc que les sacrifices soient dirigés vers des animaux qui sont censés être sacrifiés par des religieux et pas vers nos enfants, pas vers nos frères et sœurs, tout simplement. Alors, à la page 46 de votre livre, vous écrivez, je cite, « La violence est partout dans notre société, elle est même institutionnelle ». C'est fort ? Oui, c'est fort. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là ? C'est fort, mais c'est la description. La violence
déjà, violence physique. Nous avons initié à un moment donné, quand j'étais en Côte d'Ivoire, une caravane d'assainissement des commissariats et brigades de gendarmerie pour créer une relation de proximité entre les forces de défense et de sécurité et la jeunesse, de sorte à créer un cadre d'échange pour éviter qu'il y ait, donc on reproche parfois des violences policières sur des jeunes ou des violences des jeunes sur des autorités ou des forces de défense ou de sécurité. Au-delà de cet aspect de violence physique, de la violence verbale, de la violence même dans les actes, dans des établissements, il y a plusieurs sujets. Donc, en fait, il faut véritablement détruire des mentalités pour mieux les reconstruire, tout simplement. Donc détruire tout ce qui est fondation d'agressivité, de violence pour construire une société d'apaisement. C'est dans cette optique, dans cette veine-là que nous avons donc pensé à rédiger cette œuvre. Alors, quelles sont aujourd'hui les principales cicatrices que vous avez identifiées et que porte la jeunesse ivoirienne? Eh bien, les cicatrices, elles sont énormes. Je veux dire que aujourd'hui, le personnage principal de l'œuvre, il en démontre. Aujourd'hui, il y a de la drogue qui est aujourd'hui même pas une cicatrice, qui est une gangrène pour la jeunesse. Il y a la corruption dans laquelle nous sommes plongés, il y a l'oisiveté, il y a bon nombre d'éléments qui fragilisent cette jeunesse et qui, malheureusement, voilà. Donc c'est donc une jeunesse qui subit des injustices et des retards dans divers domaines. Et face à cela, vous lui dites de ne pas se taire et qu'il faut agir. Agir dans quel sens et avec quels moyens? Dire de ne pas se taire, ce n'est pas réellement cela. Il y en a qui ne sont pas très bavards, il y en a qui sont très peu bavards, qui veulent peut-être se taire. Mais ce que je recommande plutôt, je les invite à lire, je les invite à apprendre, je les invite à découvrir un autre modèle de vie. Je les invite à s'inspirer sur un personnage tel que Pélé Foro qui est passé par la prison, par la drogue, par des violences, des abus, etc. Et qui aujourd'hui a réussi donc à sortir de tout cela, à se retrouver donc sur une nouvelle voie et donc une personne qui a réappris à vivre. Oui. Du coup, s'exprimer, oui, mais plutôt se réorienter. Voilà. Donc, on peut s'exprimer peut-être en lisant, si c'est ce que vous insinuez ou c'est ce que vous voulez dire, mais voilà. Après, tout le monde n'est pas orateur. Il y en a qui sont lecteurs. Il faudrait qu'ils agissent aussi quand même, ces jeunes-là, oui. Pour changer leur situation. Oui, agir, c'est savoir ce qu'on doit faire, justement. Ouais. Je veux dire qu'il y en a qui agissent aujourd'hui sans conseil, sans repère. Donc, il faut qu'ils aient un repère, savoir où aller, et aller vers ce repère-là. Et c'est véritablement ça, l'objectif de cette œuvre. C'est comme la Bible. Aujourd'hui, on dit aux chrétiens d'agir en se référant à la Bible, en se basant sur la Bible, parce que c'est on va dire, c'est le repère donc, pour tout chrétien. Voilà, c'est un peu ça. Alors, vous avez parlé de la drogue, de la prostitution et un autre problème auquel font face les jeunes Africains, c'est le chômage, tout simplement. Oui, le chômage. Le chômage. Et vous êtes entrepreneur. Est-ce que l'entrepreneuriat peut être la solution, justement, au problème de manque d'emploi? Bien sûr. Dans un pays comme... j'ai pas envie de politiser donc cet entretien, mais dans un pays comme la Côte d'Ivoire où on a des millions de jeunes qui sont dans le chômage. Je fais partie de ceux-là qui organisent le Salon africain de l'entrepreneuriat avec un aîné, où nous formons des jeunes donc, à l'entrepreneuriat parce qu'on n'a pas le choix. Je veux dire qu'aujourd'hui, ce n'est même pas, ce n'est pas une voie, c'est une obligation pour ces jeunes-là qui n'ont plus d'espoir, qui sont malheureusement dans un système de favoritisme où pour avoir un emploi, il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un. On est africain, on sait... Comment ça voilà, marche, oui. On se comprend. Et donc, pour ces jeunes-là, l'idéal, c'est de se lancer dans l'entrepreneuriat. Je suis entrepreneur, j'incite la jeunesse
à entreprendre, je forme la jeunesse à l'entrepreneuriat et puis essayons de consommer local aussi pour soutenir ces jeunes entrepreneurs dans nos pays, dans nos différents quartiers, dans nos différentes villes et créons un modèle donc un système de gouvernance qui favorise l'éclosion des entrepreneurs de nos différents pays. Voilà, donc oui, l'entrepreneuriat pour moi c'est la solution idéale. C'est la solution idéale pour pallier à ce problème de chômage. Donc là, on parle de la prise en charge de la jeunesse par elle-même, en quelque sorte. Les jeunes devraient se prendre en charge eux-mêmes. Mais dans ce cas-là, quel serait le rôle de l'État ? Le rôle de l'État serait, par exemple, de créer des sources de financement pour ces jeunes-là. Tout simplement, de faciliter l'obtention de marchés aux entrepreneurs locaux, comme je disais tout à l'heure, au lieu de distribuer des marchés à des personnes étrangères, j'allais dire autre chose, des personnes étrangères qui malheureusement viennent piller nos richesses et abandonnent nos pays, nos populations et nos jeunes dans la pauvreté. Voilà, et de moins, n'est-ce pas, de moins abrutir notre jeunesse, je veux dire de moins inciter notre jeunesse à la distraction, comme on le voit aujourd'hui, dans certains pays africains, principalement en Côte d'Ivoire. Lorsque nous sommes dans un pays où on a un problème d'électricité, par exemple, où il y a une compagnie comme la CIE qui a le monopole depuis bon nombre d'années et qui a un contrat qui est prolongé jusqu'en 2032 et qui n'a pas donc de concurrent, il y a un problème. Et si un jeune Ivoirien aujourd'hui décide de lancer une compagnie d'énergie, une compagnie d'électricité, il y aura probablement un boycott qui sera fait parce que les accords signés avec Bouygues et SFR, etc. Oui, c'est ça, Bouygues et SFR. Les accords signés avec Bouygues, avec ces entreprises-là derrière la CIE, ne pourront malheureusement pas être annulés. Des marchés ne seront malheureusement pas accordés à ce jeune homme qui se lance dans cet entrepreneuriat-là, dans cette idée donc d'être un concurrent énergétique en ce qui concerne l'électricité pour son pays, et donc ça décroît. Du coup, l'idée, c'est d'inciter. Donc, c'est même pas d'inciter, c'est de plutôt créer un nouveau système de gouvernance qui privilégie l'entrepreneuriat local et qui met à la disposition des populations, des jeunes et des jeunes, des femmes, des moyens, des ressources capables de leur permettre d'entreprendre. De créer aussi un cadre favorable à l'apprentissage. Je veux dire qu'au lieu de créer des émissions, des chaînes télévisées où on voit des personnes s'exhiber, raconter leur vie, raconter des histoires qui n'ont absolument rien à voir avec l'évolution, mais qui malheureusement font régresser la jeunesse, on pourrait créer des programmes télévisés qui consistent à former les jeunes sur l'entrepreneuriat, voilà. Une petite anecdote, j'ai décidé d'ouvrir, enfin j'ai même pas décidé, nous avons décidé avec certains collaborateurs d'ouvrir des pompes funèbres. C'est assez, mais des pompes funèbres en Côte d'Ivoire, à un moment donné. Et nous avons été tout de suite, aujourd'hui, ici en Europe, quand vous allez dans des quartiers, dans des villes, vous voyez qu'il y a plein de pompes funèbres partout. Oui. Mais en Côte d'Ivoire, Ivocep a le monopole sur les pompes funèbres. Et quiconque se lève, un jeune entrepreneur qui se lève aujourd'hui pour investir donc, dans les pompes funèbres, il se verra frappé donc, malheureusement par un système qui ne favorise pas, qui privatise et qui, malheureusement, un système qui favorise une partie de la population et des étrangers et une autre partie, des jeunes qui sont malheureusement délaissés, abandonnés. C'est tout triste tout ça et ça m'affecte un peu. Ça se voit, vous êtes ému d'en parler. Donc cette cause-là de la jeunesse, vous la portez vraiment à cœur? Oui, mais je ne suis pas le seul. Je pense qu'il n'y a pas que des jeunes paresseux, il n'y a pas que des jeunes distraits. Il y a aussi en Côte d'Ivoire des jeunes comme moi qui se battent et qui travaillent et en Afrique, pas seulement en Côte d'Ivoire, en Afrique, qui se battent pour l'émergence, pour un renouvellement de la classe politique, un renouvellement des mentalités, une reconstruction des valeurs. Et on y arrivera, j'en suis certain.
Et en tant que président du mouvement citoyen Génération Consciente Côte d'Ivoire Nouvelle, justement, vous œuvrez pour un avenir meilleur et équitable. Selon vous, quels sont les secteurs dans lesquels il y a urgence d'agir? On en a parlé au niveau de l'éducation déjà. Éducation, on rappelle, oui. Éducation, au niveau de l'innovation, de la technologie, les secteurs sont vastes. Il faut complètement tout changer. En Côte d'Ivoire, on parle de corruption. Il faut essayer de créer un système un système véritable de lutte contre la corruption, qui aujourd'hui est la maîtresse même de tous les maux que nous avons avec le développement et la croissance de nos différents pays. Voilà. Il faut tout reconstruire. Je suis peut-être, mais je crois qu'il faut tout reconstruire. Et c'est ce que vous faites déjà dans votre association? Oui, dans le mouvement, nous menons des actions concrètes. Le mouvement est un cadre de réflexion et d'action pour une jeunesse malheureusement abandonnée. Une jeunesse qui a envie de se construire, une jeunesse qui a envie de diriger, une jeunesse qui a envie de contribuer donc au développement de la Côte d'Ivoire, au développement de notre nation. Alors comme je le disais tout à l'heure au début, vous êtes un acteur politique, social, dynamique et très engagé sur le terrain. Et à travers vos discours, vous cherchez à éveiller les consciences. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes entendu par ces jeunes Ivoiriens? Oui, je pense que le mouvement citoyen a été créé en 2019. Aujourd'hui, nous sommes plus de 7000 membres. Et nous avons créé le mouvement citoyen très peu. Nous étions très peu. Si nous sommes aujourd'hui plus de 7000 membres, c'est parce que certains jeunes, donc ces milliers de jeunes dont on parle, se reconnaissent dans nos idéaux, dans nos valeurs. Au-delà de cela, nous avons mené plusieurs actions, notamment, on parlait par exemple de l'éducation tout à l'heure, donc un secteur qui est très important. Nous avons constaté un fort taux de consommation de drogue dans les établissements publics, dans les établissements privés, dans les établissements scolaires. Donc nous avons décidé de lancer un vaste programme d'implantation de clubs de lutte contre la drogue dans ces établissements publics, privés, dans ces établissements scolaires. Donc j'explique tout simplement, on prend des véhicules, on se rend dans les établissements privés, dans des établissements publics, sensibiliser la jeunesse donc, sur la drogue, les grossesses en cours de scolarité et les grossesses en cours de scolarité. Nous implantons donc dans ces établissements des clubs de lutte contre la drogue et clubs gérés par des élèves, des étudiants de l'établissement. Nous leur donnons un financement, un léger financement pour pérenniser ce que nous avons entamé, donc à travers la création de flyers pour que des enfants, lorsque vous voyez un jeune de 10 ans se rendre à une salle et lire un flyer sur lequel est écrit « Arrêtons de consommer, arrêtons de suivre, arrêtons de faire ci et ça », c'est déjà pour moi et pour chacun d'entre nous, pour tous les membres, une marque d'avancement. Ça montre que nous sommes en train de mettre notre pierre à l'édifice, comme on dit, d'apporter quelque chose de concret. Donc, par la suite, nous rencontrons la jeunesse de la ville en question. Donc, nous sommes allés dans pratiquement toutes les villes de la Côte d'Ivoire où nous avons implanté ces clubs et nous sensibilisons ces jeunes, petite formation sur l'entrepreneuriat, demande d'adhésion. Et puis, voilà, petit à petit, nous avons réussi à construire un mouvement citoyen solide, ancré en Côte d'Ivoire et aujourd'hui, nous en sommes là. Alors, vous plaidez aussi pour une participation active de la jeunesse ivoirienne à la vie publique, à la vie politique. Est-ce que là encore, vous êtes entendu? Je pense que oui. Je pense qu'aujourd'hui, oui, parce qu'on voit de plus en plus de jeunes s'engager en politique en Côte d'Ivoire. On voit des jeunes, malheureusement, ce n'est pas très facile parce qu'ils sont frappés par des dirigeants qui souhaitent s'accrocher au pouvoir, mais on sent qu'il y a donc un certain changement au niveau des mentalités. On voit beaucoup plus d'engagement au niveau de cette jeunesse. Ce n'est pas facile, c'est sûr, mais nous pouvons y arriver. Je pense que le plus important, c'est d'aller lentement, mais sûrement. Et
Rome ne s'est pas fait en un jour, comme on dit. C'est pas facile, hein, comme vous dites. Et vous, du coup, vous incitez aussi les jeunes Ivoiriens à être résilients. Mais est-ce que les Africains ne sont déjà pas résilients par essence? Oui, nous sommes résilients par essence, mais il ne faut pas confondre la résilience et la naïveté. Il ne faut pas confondre la résilience et comment dire, et la négligence. Je veux dire qu'on est résilient, mais à un moment donné, il faut comprendre le bon sens du mot résilient et puis l'appliquer. Parce que parfois, on a l'impression que beaucoup se trompent sur la définition de ce mot. Quelle définition vous apportez à ce mot, alors? Je pense que la résilience. La résilience, pour moi... Alors, on laisse l'œuvre. La résilience, pour moi, c'est véritablement de faire vraiment attention. Attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, et puis voilà, de réfléchir avant d'agir. C'est véritablement d'avoir une introspection avant d'agir, tout simplement. C'est comme ça que je définis la résilience. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut rester dans l'introspection sans l'action. C'est ça, les deux vont de pair. Et vous, c'est quoi la résilience pour vous? La résilience, est-ce que je suis là pour répondre aux questions ou plutôt pour les poser? Bon, allez-y, posez la question, on poursuit. En plus, j'allais tomber dans votre piège, j'allais y répondre. Non, mais bon, je pense que c'est la culture générale, c'est pour tout le monde. Bon, en tout cas, nous arrivons bientôt au terme de cette émission. Pardon, Lancine. Donc, je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre. C'est à toi que je confie. C'est donc un roman qui est à la fois un cri et un espoir, le cri d'une génération qui refuse de disparaître et l'espérance d'une renaissance possible pour l'Afrique. Vous y croyez, hein, cette renaissance? On y croit fermement. Avec les jeunes. On y croit fermement avec notre génération. Est-ce que vous avez un dernier message à ajouter? Eh bien, le dernier message concerne cette œuvre. Il s'agit de Peleforo, qui est le personnage principal, qui est le miroir de toute une jeunesse, qui est un personnage qui reflète la vie de plusieurs jeunes. Donc, des jeunes qui, pour certains, sont rentrés dans la drogue, pour certains sont allés en prison, pour certains certains sont devenus schizophrènes, pour d'autres qui sont dans un système de corruption, d'autres qui sont dans la kakistocratie, et qui, en somme, est un repère donc, pour cette jeunesse. L'objectif et le souhait que j'ai, c'est que cette œuvre soit distribuée dans tous les établissements scolaires afin que nos jeunes puissent déjà savoir les dangers des différentes voies qui s'offrent à eux. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on arrive à la phase d'adolescence, nous avons malheureusement la chance ou la malchance de rencontrer plusieurs types de personnes qui nous conduisent vers différentes voies. Et donc, l'idée, c'est de véritablement savoir, cet ami qui me dit d'arrêter les cours et d'aller fumer de la drogue me mènera où? Cet ami qui me dit d'aller voler me mènera où? En prison. Cet ami qui me dit d'aller, voilà, et ainsi de suite, me mènera où? Et le plus intéressant dans cette histoire, c'est que il y en a qui l'ont fait, qui se sont retrouvés en prison et qui, par la force des choses, ont réussi à sortir de là. Donc ce n'est pas seulement un rappel ou un repère pour ces jeunes qui n'ont pas encore débuté ou qui n'ont pas encore emprunté ces voies, c'est également donc un message d'espoir à ces personnes qui aujourd'hui se retrouvent au fond du gouffre, qui aujourd'hui sont en prison, qui aujourd'hui sont dans le désespoir, qui aujourd'hui sont en exil, comme moi et comme la plupart de mes camarades, qu'il n'y a pas de fatalité. Il y a toujours une solution. Il faut toujours se rendre compte qu'il y a une lumière au bout du tunnel et y aller, tout simplement. Merci pour cette lueur d'espoir que vous apportez. Merci à vous de m'avoir invité. C'est la fin de Résilience. À lire donc, hein, je rappelle, C'est à toi que je confie, de l'auteur Lancine Bon Coulibaly. Nos salutations à tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis Abidjan.